Fait que, Pierre, comme tu as participé à toute cette légalisation-là, explique-nous, là, pourquoi le Québec est si différent que le reste du Canada? Y a-tu un enjeu sur lequel on n'est pas différent du reste du Canada? C'est pas à cause de la langue, celle-là, je vous rassure. Non, c'est pas à cause du français. Bienvenue dans notre podcast S'enferger dans les fleurs du tapis. L'objectif, je le rappelle, c'est qu'on veut changer un peu la perception du cannabis. On veut démystifier cette plante qui regorge d'opportunités, selon moi, puis changer les stigmas aussi. Donc, aujourd'hui, on reçoit Pierre Leclerc de l'Association québécoise de l'industrie du chanvre et du cannabis. On parlera de l'ajout du chanvre un peu plus tard dans le nom, mais merci d'être avec nous, Pierre. Je suis avec mon partner, David Beau, qui est propriétaire fondateur d'Origine Nature, mais aussi membre fondateur de la KIC aussi. Donc, deux collègues qui se connaissent depuis longtemps. Fait que moi, je vais être l'arbitre aujourd'hui si jamais... C'est mon boss dans le vrai. Fait que vous allez vous entendre sur toutes les réponses. C'est bon. Voilà. Fait que, Pierre, pour commencer, avant de tomber un peu dans la KIC puis comment c'est venu, je pense que toi, tu as été impliqué parce que on parlerait même pas de cannabis aujourd'hui si ça n'avait pas été rendu légal. Puis tu as joué un rôle important dans la légalisation. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Ben, on en parlerait, mais pas pour les mêmes raisons, mais pas de la même façon. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait plus d'un siècle. Fait que ça a toujours fait partie des conversations. Mais de part, j'ai un passé d'entrepreneur, mais en 2014, j'ai joint l'équipe de Philippe Couillard. Puis à travers mon mandat dans son gouvernement, j'ai été chef de cabinet de la ministre déléguée aux services sociaux, Lucie Charlebois, qui était responsable du dossier du cannabis. Donc, je dirais pas qu'avant que le gouvernement fédéral légalise et décide de peser très fort sur l'accélérateur. Donc, le gouvernement de M. Trudeau était déterminé à légaliser. Il y avait des provinces réticentes, comme le Québec. Oui. D'autres étaient moins réticentes. Je suis pas sûr que je me serais embarqué dans une aventure comme celle-là, mais quand c'est arrivé, puis le mandat est arrivé, moi, je suis rentré à la maison. J'avais à l'époque deux très jeunes enfants, un bébé naissant, puis un qui avait même pas 2 ans. Puis on a discuté du dossier, ma conjointe et moi. Puis les deux, on s'est dit, c'est quand même une transformation majeure dans la société. Participer, collaborer, être quelqu'un d'influent dans un dossier aussi important socialement parlant que celui-là. C'est un super de mandat, donc go, je prends le mandat puis j'y vais. Fait que je suis tombé un peu par obligation dans cette industrie-là. Sans regret aujourd'hui? Absolument pas de regret. D'ailleurs, j'étais même très heureux quand la KIC est venue me chercher en politique pour m'embaucher. C'est ça, tu as travaillé sur la légalisation avant, hein? Oui, exactement. Puis là, après ça, c'est la KIC qui est venue te chercher. Oui, j'étais à l'époque avec la chef de l'opposition officielle, puis à travers certaines discussions, la KIC est venue me chercher, puis je ne regrette pas du tout mon choix. Nous autres aussi, d'ailleurs, on est très heureux avec notre choix. Il nous amène ailleurs, c'est clair et net. Fait que dites-moi, les boys, ça fait quoi la KIC au quotidien? Je vais laisser la parole. En fait, la KIC, on fait énormément de choses, je trouve, pour une petite association. Mais pour résumer, notre rôle premier, c'est vraiment d'être la voix unifiée de tout un écosystème, qui est l'écosystème du chanvre et du cannabis au Québec. Et notre écosystème, on l'a défini par toutes les entreprises qui touchent de près ou de loin au chanvre et au cannabis, puis qui ont un impact ou une trace économique en sol québécois. Ouais. Donc, on ratisse très, très large. Ça, c'est notre mission. Parce que ça peut être des producteurs canadiens aussi, mais qui Ça peut être des producteurs canadiens des qui, par exemple, achètent auprès de producteurs québécois, vendent à la SQDC. Puis là, ça peut être des équipementiers, ça peut être tout plein de services connexes qui vont autour. Ça peut être des transformateurs, ça peut être des compagnies pharmaceutiques. Ça peut être des entreprises de construction. Donc, on ratisse large, mais il faut qu'il y ait un impact économique au Québec. Ouais. On reste une industrie de gens d'affaires. Ouais. Je pense que tout le monde est sensible à la cause sociale, mais notre rôle en premier, c'est de représenter une industrie. Donc, cette partie-là est capitale. Donc, les joueurs
qui n'ont pas d'empreinte économique au Québec, mais c'est pas des gens qu'on représente. Exact. Puis c'est quoi la réflexion? Parce qu'au début, quand vous avez commencé la KIC, on parlait de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Éventuellement, vous êtes venu rajouter le mot chanvre. Explique-moi un petit peu, parce que je pense que ça l'aide dans notre démystification de la plante. Ben, c'est venu des gens qui œuvrent dans le chanvre, mais de mon côté, je l'ai proposé au conseil d'administration, puis ils ont embarqué dans cette vision-là. On a vu aussi une opportunité pour démystifier, puis surtout déstigmatiser le cannabis. Donc, la situation de certains producteurs de chanvre était, ben moi, je veux travailler avec ma fleur. Je fais du chanvre industriel, mais je veux travailler avec ma fleur. Ben, ça redevient un produit de cannabis en vertu de la loi canadienne. Ouais. Donc, il revenait dans le giron de la réglementation du cannabis. Et eux se ramassaient un peu perdus. Il n'y avait pas d'association. Ben, ils en ont une, les producteurs de grains, mais qui n'ont pas l'expertise, c'est très large, puis ils ne travaillent pas dans cet encadrement de substances contrôlées dans lequel le cannabis évolue. Donc, il y avait des demandes de ce côté-là. Il y avait aussi certaines entreprises qui ont besoin de biomasse, puis qui disaient, moi, j'ai besoin de vos tiges du cannabis parce que je suis capable de les utiliser en complémentarité de ce qu'on va chercher dans le chanvre industriel. Par contre, vos déchets sont reconnus comme des déchets de cannabis, puis doivent être détruits, dénaturés. Bon, on ne peut pas les dénaturer. Donc, il y avait plusieurs enjeux comme ceux-là. Quand c'est arrivé, j'ai dit, pourquoi pas les représenter? D'ailleurs, bon, quelqu'un qui vend une fleur de CBD à la SQDC, mettons, il peut le vendre avec un cultivar qui est un cannabis, mais il peut le vendre avec un cultivar qui est un chanvre industriel là, sur l'annexe sur la liste des chanvres, des cultivars autorisés. Donc, l'opportunité était également là, c'est ça, pour faire valoir le fait que le cannabis puis du chanvre, c'est la même plante, il n'y a pas de différence. Affaire, il y en a un qui c'est un nom juridique, mais c'est la même chose. Je pense que c'est un point vraiment... il faut vraiment y penser. Le chanvre et le cannabis, c'est la même chose. Affaire. C'est nous qui... C'est le Canada, le gouvernement du Canada qui a décidé de identifier deux différentes choses, mais c'est comme dire un rose, c'est pas un rose à cause de la couleur. Là, c'est toute la même chose. Exact. Puis toi, en tant que membre fondateur de la KIC, justement, je pense que c'est important d'avoir une voix unifiée, puis le fait qu'on parle de chanvre et de cannabis aujourd'hui permet d'avoir un discours beaucoup plus large, qui fait moins peur peut-être à certains politiciens. Mais en tant que producteur, justement, parle-moi un peu, c'est quoi les avantages que ça t'a apporté pour aider dans cette croissance de l'industrie-là, d'avoir une... Moi, je crois, ici au Québec, c'est important de le dire, on a des associations pour quasiment tout. Puis ça fait partie de la culture, comment que tous avancent. T'sais, auparavant, j'étais dans la restauration. Il y a l'Association de restaurants Québec, l'ARC, est très, très, très large. C'est une grosse partie de l'industrie. J'étais aussi l'Association des microbrasseurs de Québec, la MBQ. J'avais beaucoup d'interactions avec eux autres. Pour moi, c'était un fait qu'ils étaient pour avoir une association québécoise de l'industrie du cannabis. C'était plus le qui, quoi, comment. Je me rappelle très bien rencontrer Michel Temperio dans la rue après la première conférence au Sheraton de cannabis ici au Québec, à Montréal, en 2016, je pense, 2017. Puis en marchant dans la rue, je l'ai approché, puis j'ai dit, moi, je pense qu'on devrait partir d'une association. Michel m'a regardé, mon beau d'idée, puis c'est vraiment de c'est là... le fun, ça soit parti dès le départ. C'est là, ça a parti, puis après ça, on a eu beaucoup il y a eu beaucoup de fournisseurs partant pour l'idée, puis c'est de là ça parti. C'est sûr que l'arrivée de Pierre nous a monté un coche énorme dans tout ce qu'on fait, mais pour moi, c'était toujours clair que pour que le cannabis soit un succès au Québec, ben ça prenait sa propre association. Puis une chose qu'on se fait dire aujourd'hui, puis c'est pas nous qui peut la qualifier, mais que l'Association de Québec de l'industrie de la chanvre puis cannabis, c'est reconnu en étant un des meilleurs sur la planète pour l'industrie de cannabis et chanvre. So, bravo à Pierre, mais bravo à tous les membres. Tous les producteurs qui participent. Absolument. On a plusieurs qui font faire vivre ça. Good. Fait que, Pierre, comme tu as participé à toute cette légalisation-là, explique-nous, là, pourquoi le Québec est si différent que le reste du Canada? Y a-tu un enjeu sur lequel on n'est pas différent du reste du Canada? C'est pas à cause de la langue, celle-là, je vous rassure. Non, c'est pas à cause du français. Il y a plusieurs raisons.
Puis là, on ne se lancera pas dans les analyses de notre passé judéo-chrétien et tout ce qui va autour. Non. Quand la légalisation est arrivée, le taux d'approbation au Québec était beaucoup plus faible que dans bien d'autres provinces. OK. Au maximum de mémoire, là, on montait peut-être autour de 40% pour une industrie très, très contrôlée. Dans ce 40%-là, il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour quelque chose qui deviendrait ou qui se rapprochait de façon très économique, plus avec une préoccupation de santé publique. Donc, c'est sûr que quand on est en politique ou au gouvernement, le réflexe de la politique va être de dire, OK, bon, les gens sont un peu réfractaires, donc je vais donner ça à qui? À ceux qui vont être les plus prudents de tous les fonctionnaires qu'on peut trouver sur la planète, la santé publique. Alors, l'approche est de facto devenue beaucoup plus prudente naturellement. L'autre élément, c'est qu'il faut se rappeler qu'en politique, c'est le fun d'être au gouvernement, mais si on veut y rester, il faut être élu. Donc, il faut être à l'écoute de la population. Puis quand on sonde la population, puis qu'on voit que la population n'est pas tellement en accord, assurément, on devient plus nerveux. On prend des mesures peut-être pour les rassurer, parce que là, on était devant un fait accompli. Ça va être légal. Ouais. Le fédéral le fait. Nous, on va faire de la culture. Puis les provinces, occupez-vous de la distribution. On n'avait pas le choix de s'en occuper de la distribution. Je vous dirais pas qu'il y avait un grand appétit au Québec pour s'en occuper. C'est parce que nous étions tenus de nous en occuper. Ouais. Et on avait tous ces considérants-là à l'esprit. Puis, bien entendu, vous ne mentirez pas, moi, le premier, quand on entendait le mot cannabis, ben là, on pensait à du bon vieux pot, puis du weed. Puis là, on va avoir du pot pour tous les jeunes, partout dans les écoles. Puis là, il y avait tout le temps des gens qui nous arrivaient avec des exemples de wax. Puis là, ça, c'est à 90%. Les enfants vont tous faire des psychoses, Justement, c'est ça le but de la légalisation. Bon, exact. Mais là, fait que, il y avait un aspect, il y avait des craintes qui n'étaient peut-être pas nécessairement scientifiquement fondées, mais ces informations-là parvenaient à nous. Alors, on était quand même, somme toute, assez nerveux. Ça, c'est peut-être ce qui nous a beaucoup préoccupés dans le processus. Après ça, on est tombé dans l'opérationnalisation de tout ça. Là, il y a eu plusieurs éléments, les rencontres que je vais taire ici, qui se tiennent à porte close. Mais c'est sûr que le modèle initial que nous voulions à l'époque pour le Québec, c'était pas une société d'État. C'était un modèle un peu semblable aux boissons alcoolisées, donc avec un grossiste, un distributeur qui allait émettre des licences, des permis, faire l'approvisionnement au gros et contrôler toute la distribution, puis avoir des points de vente. Dans les consultations qui ont été menées à la grandeur du Québec, certains groupes ont peut-être mieux fait leur travail que d'autres, mais on entendait beaucoup que ça n'avait pas d'allure que ce soit le privé qui s'en occupe. Parce que les gens avaient toujours ça à l'esprit. Puis ils comparent ça à l'alcool, à la SAQ. À l'époque, les gens comparaient ça juste au tabac. OK. Pour une raison quelconque, là, les gens, quand ils pensaient à cannabis, là, c'était tabac. Il y avait un lien qui se faisait directement. Je pense qu'aujourd'hui, il commence à se rompre beaucoup, ce lien-là, dans l'esprit des gens. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, les gens ne voulaient pas qu'on l'envoie. En tout cas, beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on aille vers l'entreprise privée. Donc, on a revu tout le modèle de distribution québécois un peu à la dernière minute pour se diriger vers la création d'une société d'État. Puis, l'équipe qui travaillait était la même équipe qui a travaillé sur les lois du tabac. Donc, si on se demande pourquoi en matière de promotion, marketing, affichage, là, on s'est rapproché du tabac. Là, on s'est rapproché beaucoup du tabac. C'était comme un naturel. C'était à l'esprit des gens, c'était à l'esprit des autorités. C'était les mêmes personnes qui travaillaient dessus. Puis les préoccupations pour la protection des jeunes, je pense qu'on était encore non pas dans une idée de sensibilisation, comme on fait pour les boissons alcoolisées. Là. Je veux dire, prends-toi une bière avec tes amis, mais cale pas un 13 onces en 5 minutes. On était encore dans l'idée de il ne faut pas qu'ils y touchent tout court. Et non pas dans si tu y touches, touche-y, mais avec une consommation responsable. La notion de consommation responsable n'était pas là en 2016-2017, honnêtement, depuis début 2018. Tu trouves que ça a bien évolué? Mais depuis, je trouve qu'au Québec, ça a très peu évolué. Il y a eu des avancées, mais en fait, c'est pas vrai. Ça n'a pas évolué. Il y a eu... ça s'est dégradé parce que les modifications qui ont été faites à l'automne 2018 ou 2019, je me rappelle plus, là, M. Jolin Barrette, quand il a amendé la loi, là. Mais bon, revenir à 18 ans, à 21 ans, c'est une aberration complète. Oui, complète. On a mieux les éduquer, les sensibiliser pour une consommation responsable parce que de toute façon...
Ben, de toute T'sais, façon. on je a veux tous dire, été ados, là. On explore. La consommation se fait peu importe. Peu importe. Mieux d'éduquer puis sensibiliser que dire, fermer nos yeux puis dire mais ils le toucheront pas avant 21 ans. Bonne chance avec ça. Tu sais. Ouais. Fait que, puis après ça, disons qu'ils sont pas très ouverts à déployer le réseau de distribution de façon, selon moi, qui serait en meilleure adéquation avec le niveau de consommation réel des Québécois. Donc, ça, c'est un Pour enjeu. le fun, il y a combien de sites SAQ versus SQDC? Je pense que tu connais De le chiffre. mémoire, il y a 400 quelques. C'est-tu 400 quelques ou 800? On va Beaucoup dire plus. 400 quelques SAQ. Par contre, pour les boissons alcoolisées, ça, c'est une SAQ. Mais des points d'accès aux C'est breuvages exact. Il alcoolisés y en a au dans- Québec, il y en a 45 000 quand on prend toutes les licences temporaires qui sont échues sur une année. Ouais. Fait que là, l'écart, et je veux dire, il n'y a juste pas de commune mesure. Là, je veux dire, 100 versus des dizaines 45 de 000. milliers. Ça n'a juste pas de sens. Là, tu sais, là. Ouais. Donc, parce que le cannabis est totalement inaccessible ailleurs. Fait qu'on est retourné en arrière. Leur règlement sur les produits de cannabis 2.0, pas avoir de produits topiques au Québec, c'est un ridicule consternant. Quelqu'un qui prend du cannabis là, pour dormir, là, pas de la fleur de CBD, là, donc qui prend du chanvre industriel pour dormir, qui n'aurait pas accès à une crème de CBD qui ferait un effet apaisant Ouais, semblable. La crème, c'est pas transdermique. Là. Non. Tu tombes pas high avec ça. Là. Non. Puis ils le savent très bien, les autorités, mais la réponse était toujours la même. C'est alors, nous, on vend des produits récréatifs à la SQDC. Pas de la part de la SQDC, mais de la part des autorités gouvernementales. Ben non, la loi, c'est pas ça qu'elle dit. Tu vends tout produit de cannabis. Fait que c'est un peu... C'est bien d'avoir un petit peu de profondeur là-dessus, puis de pas penser que c'est juste parce que le marché noir du Québec est trop fort, puis qu'il y a eu une trop grosse influence. Non, ça, je pense qu'elle vient pas. Mais si j'étais de l'autre côté, mais je serais très heureux des décisions qui ont été prises par le gouvernement actuel. Je pense qu'on a réussi à capter quand même une bonne partie du marché noir, mais comme tu dis, si on avait... Il y a certaines décisions qui nous limitent. Qui nous limitent, qui freinent la capacité de conversion. Par contre, tu sais, quand on le regarde côté producteur, tu sais, avec un pas de recul, tu sais, tu parlais des différents modèles qui avaient été regardés entre le privé et la société d'État. Il y a quand même des avantages sur, tu sais, je parle pas du Énorme. 21 ans, mais la société d'État aujourd'hui, je trouve qu'elle apporte quelque chose de vraiment positif pour des producteurs, en tout cas. Pour nous, le modèle de distribution, les marges de profit, tu sais, on trouve qu'il y a un partenariat beaucoup plus intéressant de gagnant-gagnant. Puis en plus, il y a de l'argent qui est retourné dans la société. Fait qu'avec un pas de recul, tu penses qu'on a fait le bon choix? Moi, je pense qu'on a fait le bon choix. Là. Puis là, ça, on tombe dans quelque chose qui est plus idéologique. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vont dire non, ça devrait être le libre marché. Puis il y a des provinces qui sont plus près de ça. Si on allait au sud de la frontière, les États qui ont légalisé, quand vous leur parlez d'un monopole, ils ont tous l'air des chevreuils. Là. Ils nous regardent comme comment ça se peut qu'une nation fasse ça. Alors, c'est idéologique, mais je crois qu'on a fait le bon choix. Le bon choix. Puis qu'effectivement, tant pour la population que pour l'industrie québécoise, la SQDC apporte beaucoup de stabilité. Ouais. Elle enlève des coûts de commercialisation Important. énormes. Et dans une industrie où nous n'avons pas le droit à la promotion, mais comment valoriser, puis mettons, Origine Nature, David Beau, hein? Comment il peut, lui, se faire connaître, se différencier des autres, se positionner, parce que la réalité de David, c'est que lui, il vit dans une compétitivité là, commerciale, l'équivalente du libre marché. Il se doit d'être capable de se positionner, parce que la SQDC, elle va quand même prendre des décisions d'affaires relativement à la performance de ses produits. On ne peut pas le faire avec la loi actuelle. On ne peut même pas parler des effets d'un produit que les gens achètent essentiellement pour un effet. Donc, ça devient un peu difficile. Alors, la société d'État va peut-être amener effectivement cet équilibre, non, pas équité, cette espèce de justice-là entre les producteurs, là, où les délinquants vont rapidement être appelés à l'ordre, ou du moins ils vont sentir une pression, ça peut toujours arriver, mais dans une industrie aussi contrôlée dans laquelle on ne peut pas faire de promotion, je pense qu'il y a des plus vraiment importants pour l'industrie.
Puis tu avais participé dans une conférence canadienne sur le cannabis, puis tu avais mentionné lors de ta présentation qu'il fallait quand même laisser aller certaines espérances qu'on avait par rapport à la légalisation, ce qui s'en venait dans l'industrie. Parle-nous un peu de ça. C'est quoi les deuils qu'on doit faire ou sur quoi on devrait continuer de se battre parce qu'on voit qu'il pourrait avoir de l'avancée? Mais, tu sais, je pense que si on remonte à... Ça, c'est il y a Non, ça fait plus longtemps que ça. En tout cas, je me rappelle plus c'était quelle conférence exactement, mais... En 2018, oui. 2018, c'est ça fait un certain temps. L'industrie était dans un mode de pensée qui était très en opposition à la réglementation en place. Hein. Puis les gens, ce qu'ils voulaient, c'est... On veut que ce soit un CPG comme n'importe quel autre dans le marché canadien, avec tout ce que ça implique. Donc, essentiellement, mon intervention à l'époque, c'était « mettez ça de côté. Ça n'arrivera pas. » Peut-être que certains produits, un jour, arriveront là, mais il n'est pas vrai que les produits, comme les boissons alcoolisées d'ailleurs, là, c'est pas un libre marché complètement non. Ça reste contrôlé, ça n'arrivera pas. Les gens voulaient qu'on se dirige vers un modèle de boisson alcoolisée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut quand même travailler. Mais il est entendu que d'arriver là, dans une dynamique où l'industrie du cannabis serait totalement déréglementée comme beaucoup de produits de consommation commune, là, c'était quelque chose qu'il fallait un peu oublier. Après ça, les demandes étaient quand même importantes, touchaient essentiellement à la promotion. Ben, pas essentiellement. Ouais. À l'époque, c'était beaucoup, cette partie-là. De pouvoir faire la promotion non encadrée là, des produits de cannabis. Je dis pas que ça arrivera pas sur une période de temps assez longue. Je dis pas que l'interdiction de parler des effets, par exemple, ne sera pas levée à un moment donné puis encadrée de façon différente. Mais notre capacité d'aller faire de la promotion à la télévision puis un petit peu partout, à moyen terme, tu sais, je pense qu'on va arriver à convaincre le gouvernement de changer autre chose. Le thème d'assises, c'en est une, par exemple. La taxe d'assises pourrait en être une à un moment donné, quoique j'ai rarement vu des gouvernements se priver de revenus, là. Mais mettons que ça pourrait arriver. On pourrait en avoir un thème pour l'ensemble du Canada, mettons. Du côté du Canada, je pense que de voir là, les fameux... en français, je ne sais pas comment ils les appellent, les CHP, là, les Cannabis Health Products. Fait que les produits de santé naturelle contenant des les bombes de bain, les crèmes, ça aussi, c'est... Avec, mettons, juste du CBD. Là, parce dedans. que, oui, des crèmes avec des produits naturels, on en trouve partout maintenant dans nos pharmacies. Exact. Comme... CBD, c'est en vente libre aux États-Unis, en Europe également. Exact. Donc ça, je pense qu'on pourrait voir des améliorations. Peut-être pas de la déréglementation, du changement de réglementation qui nous permettrait d'opérer un peu plus comme un produit plus près des produits naturels, par exemple, ou certains autres produits alimentaires. Fait que ça, je pense que c'est légitime de penser qu'on va aller de ce côté-là. Peut-être même un jour des recatégorisations complètes des produits. Ça va rester des produits de cannabis, mais on va les traiter autrement. Je pense que c'est légitime de croire qu'on va pouvoir arriver là à un moment donné dans l'industrie. Du côté du Québec, je pense qu'il y a certains des éléments, notamment l'harmonisation des catégories. Oui. Puis l'âge, je pense que c'est des choses qu'on va être capable. C'est sûr. L'âge, je pense, le 18 ans, on ne le lâchera pas, là, tu sais, parce que quand on compare alcool, cannabis, il semble que, en tout cas, pour moi, je trouve que le cannabis a des impacts moins nocifs sur la santé. Je ne suis pas médecin. Je le vis d'expérience. Moi, j'ai un vu vraiment particulier là-dessus que j'aimerais partager. C'est surtout... peut-être y en penser, mais tu sais, le cannabis a toujours été considéré un gateway drug. Tu sais, le monde dit, tu sais, on prend du cannabis, puis le lendemain, on devient un cocaine man ou quelque chose. Tu sais, la réalité, pour moi, qu'est-ce que je remarque plus que jamais, c'est que l'enjeu, c'est que quand on consomme du cannabis illégal, on l'achète d'une pusher. Mais le pusher, il y a un business plan à travers son modèle d'affaires. Puis son business plan n'arrête pas avec le cannabis. Ça part avec le cannabis. Il veut que tu tombes plus fort jusqu'à du cocaïne qui se vend à 100, 150 $ le gramme, whatever. Tu sais, c'est ça son business plan. L'idée qu'on veut pas que les jeunes de 18 ans achètent du cannabis d'une voie légale ou que ça brise complètement la connexion avec le pusher
c'est la chose la plus à l'envers, j'ai jamais compris. Ouais. Tu sais, Mais c'est ça, c'est le plus important en tant que parent de jeunes enfants. C'est un des éléments les plus importants dans la légalisation. Ouais. Ouais. Puis c'était au Québec, pour moi, en ce moment, c'est complètement manqué à cause, à 21 ans, je m'excuse, mais la connexion avec le pusher puis le drug dealer Est déjà est fait. déjà fait. Ouais. Tu sais, si tu pars, tu sais, on s'entend que même à 16-17, on commence facilement à prendre du cannabis. Tu sais, c'est peut-être un petit gramme d'un ami ici, là, mais rendu à 18 ans, là, si on est consommateur, on est en mode de consommation. Fumer des joints puis jouer aux jeux vidéo, on comprend la population de nos jours. C'est plus aligné vers ça que boire la bière puis péter la face puis se battre. Là. Nos jours nous met plus dans la situation, puis que le gouvernement de Québec promouvoit une consommation à 21 ans, ben, pour moi, tout ce que j'entends, c'est qu'il veut absolument que ça rencontre... On n'est pas là, ouais, on sécurise pas nos jeunes. Pas pantoute, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est plus que vrai. C'est fondamental. C'est une des aberrations. Puis la recommandation de la santé publique, c'était l'âge de la majorité. C'est pas 21 ans. Là. Je comprends que les psychiatres parlaient de 25 ans de façon un peu... 21 est arrivé de façon arbitraire, là. Mais ça n'a juste aucun sacré bon sens. On parlait de le gateway drug. Ça, là, c'est le plus grand poudre aux yeux, en tout cas. Ouais. Je sais qu'on a utilisé ça dans les écoles pendant très longtemps pour faire peur aux gens puis sensibiliser nos jeunes. Le gateway drug, c'est l'alcool. C'est la bière que papa et maman prend. C'est la bouteille de vin. C'est le gin tonic quand on arrive. C'est ça. Moi, je ne connais pas de jeunes qui se sont, en tout cas, pas levés, mais qui sont sortis de l'école à 4 heures, une bonne journée, puis qui ont dit, moi, je vais fumer une cigarette aujourd'hui, comme ça, là, ou je vais aller fumer un joint, ou je vais me prendre une ligne de coke. Ouais. C'est quasiment tout le temps. Ben maintenant, on a les méthamphétamines, là, puis certains médicaments, je pense qu'ils changent beaucoup la donne dans nos écoles, dans notre société. Mais le gateway drug, c'est la boisson alcoolisée. C'est les breuvages alcoolisés. Puis je suis pas en guerre contre les breuvages alcoolisés. Mais non, les gens mais une consommation responsable. Ben non, n'importe quoi. Une fois que nos jeunes sont bien arrosés sur l'alcool, c'est là que les mauvais coups commencent. Oui, puis c'est là où des fois, au lieu d'un joint, on va essayer autre chose. Puis des substances on se laisse influencer. Un peu plus addictives, là, où l'accoutumance est plus importante. Exact. Et ça fait aussi le bonheur des pushers, surtout quand on touche les drogues de performance, qui sont les drogues les plus populaires chez nos jeunes. Tout à fait. Ben, ces drogues de performance-là, ils ne les trouvent pas SQDC. Oui. Fait que là, je vais changer un peu le sujet parce que vous avez récemment fait à la KIC, puis je pense que c'est important qu'on en parle pendant qu'on t'a, Pierre. Vous avez fait une étude économique sur le potentiel du cannabis dans son ensemble. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que moi, knock on wood ou knock on Dave, là, mais moi, j'ai choisi le bon partner, là. Puis oui, on peut faire de l'argent avec le cannabis. Oui, ça peut être lucratif. Oui, on a créé des emplois exceptionnels en région, à Sainte-Agathe. On a créé une belle famille d'employés. On donne des opportunités. Puis, il y a eu tellement de perceptions néfastes sur le cannabis, les gens perdaient de l'argent, tout ça. Bon, il y a plusieurs raisons derrière ça. Puis justement, pour changer un peu ces perceptions-là, puis continuer d'intéresser nos gouvernements à avoir une discussion beaucoup plus business, vous avez fait une étude économique assez importante. Oui. Parle-nous un peu des grandes conclusions qui sont sorties de ça. Bien, d'un, là, je dois dire que sans le support de mon conseil, mais de gens très influents comme David dans l'industrie, moi, l'étude, ça faisait 2 ans. Ou 2 ans et demi que je voulais la faire. Je pense que j'avais commencé à parler de ça. Effectivement, je pense que le conseil a été sage. On n'était peut-être pas là il y a une couple d'années où on n'aurait pas eu l'impact souhaité. Mais sans ce soutien-là, puis les donateurs ensuite, là, parce qu'on n'était pas capable de payer nous-mêmes, le gouvernement, c'est pas comme en Ontario où OCS a financé l'étude de Deloitte. Nous, c'est financé à 100%. On l'a donné à un partenaire indépendant, mais on n'a eu aucune contribution. Non, comme la plupart du temps, nous, au cannabis, on n'a pas d'aide. C'est pas qu'on ne l'a pas demandé, c'est que ça nous a été refusé. Donc, on fait beaucoup des demandes. On parle souvent de l'impact économique, mais on avait juste des chiffres macroscopiques, souvent canadiens, ou le volume de vente. C'est le fun de savoir que la SQDC a remis 400 millions l'année dernière au gouvernement du Québec, aux 2 paliers de gouvernement avec les taxes et les dividendes composés. T'sais, mais une fois qu'on se dit, elle remet 1 demi-milliard par année au gouvernement, à la SQDC, le reste de l'industrie, des chiffres réels avec lesquels on pouvait ouvrir une conversation, une discussion avec des autorités et avec la population, on n'en avait pas. Donc, l'idée de base, c'était,
faisons le portrait. Fait que c'est pas, on voulait pas les opportunités. On veut pas savoir où est-ce qu'on peut se rendre dans 10 ans. Juste comprendre. Juste comprendre en ce moment, on est où. Qu'est-ce que ça le rapporte? Alors, les grands constats, le premier, c'est que c'est une industrie qui représente là, 1,2 du PIB québécois maintenant. C'est une industrie... Après 5 ans. Après 5 ans seulement. C'est une industrie qui génère 1,4, un peu plus d'1,4 milliard sur notre PIB là, annuel. C'est une industrie qui regroupe en emplois directs et indirects environ 8500 emplois, mais qui œuvrent dans des tâches dédiées au cannabis et au chanvre. Ouais. Tous les chiffres, c'est Québec seulement. Québec seulement. Là. Québec Juste seulement. Oui, non, c'est un bon point de Et précision. ce qui fait mal au cœur quand on regarde l'impact sur le PIB, c'est que quand on va en Ontario, mais ils sont 4 fois plus élevés que nous, presque 5. Alors, comment on peut avoir un tel retard par rapport à l'Ontario, alors que nous avons assurément les meilleurs producteurs, les plus agréables, oui, les plus charmants, les plus attachants. Puis un point important de la mentionner, tu sais, avant qu'il y avait un marché légal, il y avait un marché illégal, puis il faut le dire, Québec, ça fait longtemps qu'on produit du cannabis exceptionnel, qui est reconnu Notre à travers le monde. Notre réputation était faite avant même que ça devienne légal. Absolument, puis tu sais, ça reste que, tu sais, à ton point, comment que si on était déjà de l'avant, pourquoi qu'on prend de retard dans une situation qu'on devrait être le leader? Puis de nos jours, avec tout ce que tu viens de dire, je pense qu'on s'en va dans cette direction-là, mais c'est de rester en avant toujours. Là, exact. Dans la dynamique actuelle, c'est difficile. C'est un des constats de l'étude. Même eux, je veux dire, c'est des économistes ils font que ça, des recherches, puis ils disaient, mais trouvez même les données. C'est comme si il y avait tellement aucun intérêt que le gouvernement ne veut même pas compiler et rendre disponibles des données économiques par rapport à l'industrie, ou au moins les ventiler ou les segmenter pour qu'on puisse les reconnaître. Un autre des éléments, c'est que le cannabis représente 17 de la production acéricole, mais 50 des revenus, un peu plus de 50 des revenus acéricoles. C'est des revenus très importants. Puis je vais mettre cannabis et chanvre là-dedans, par exemple. Là, je vais faire attention. On exporte 10 de notre volume de vente. Donc, on est à peu près au même ratio que le reste du Canada. Le Canada, c'est 600 quelques millions l'année passée. Cette année, d'après moi, on va friser. On est sur, je pense, une augmentation de près de 40 annuelle. Donc, on devrait monter proche des 700, peut-être un peu plus, 700-800 millions. On va s'approcher du milliard d'exportation. Donc, on va ajouter quand même peut-être au Québec une centaine de millions en exportation, peut-être davantage. Donc, ça peut être un marché très intéressant. Ça, c'est de l'argent neuf qu'on va chercher dans d'autres nations. Et j'aime toujours les effets multiplicateurs. Fait rayonner. Et l'impact de l'argent neuf quand vient le temps de parler de l'enrichissement de notre société. Puis il n'y a rien de tel que les exportations quand on est une petite nation comme la nôtre. Exact. Je peux pas m'empêcher, puis je peux pas m'empêcher de rire. Tu sais, je pense à Northvolt, qui est 500 millions dans la mauvaise direction, puis Québec, puis on est tous heureux avec cette situation-là. Meanwhile, Québec, il y a une opportunité en or avec le cannabis, puis personne ne veut en parler. C'est quand même drôle de voir les deux bords. Et un autre beau constat, là, c'est que nous, notre industrie, c'est 100% privé. Les banques commencent tranquillement, quoiqu'une banque, ça reste privé. Oui, ça a été dur au début, oui. Non, mais c'est 100% privé. Donc, là, j'ai plus le chiffre exact dans l'étude, là, mais c'est des méchants bons entrepreneurs. En 2017 puis 2019, là, au Québec, là, il s'est investi plus d'1,5 milliard de dollars dans l'industrie du cannabis, 100% privé. Ouais. Tous les emplois, c'est issu uniquement du privé. Ouais. On est supporté un peu par un tarif d'Hydro-Québec, ce qui nous aide effectivement à nous positionner. Mais quand même, comparé à d'autres industries, les subventions, le support qu'on peut avoir du gouvernement, des banques et autres, c'est quand même une différence importante. Effectivement. Et alors, si on parle de Northvolt, qui était construit sur les deniers publics, là, on parle d'une industrie qui est construite exclusivement sur l'entreprise privée, mais dont le gouvernement récolte, et l'étude le démontre, 70% des revenus. Oui. Fait que là, maintenant que c'est sorti, là, parce qu'on le sait, là, c'est pas facile. Moi aussi, je suis en politique. On a la chance de jaser souvent avec des politiciens. Puis
Ils veulent pas parler de cannabis. C'est difficile. Change peut-être, on ouvre une petite porte. Puis moi, toutes les fois que j'ai eu des discussions, c'était comme, tu sais, arrive-moi avec des chiffres. Fait que là, on est arrivé avec des chiffres. T'arrives avec des Tu chiffres. sens qu'il y a une ouverture, une écoute un petit peu plus ouverte. Moi, j'ai envoyé l'étude aux 125 députés de l'Assemblée. À plus, là, mais on va parler juste de nos élus québécois, là. Aux 125 députés de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à tous les premiers ministres des provinces du Canada. Je vais le saluer. Le premier qui m'a répondu, c'est Doug Ford, le premier ministre d'Ontario. Ah oui, hein? De tous les députés, là, mettons canadiens, là, au sens large, là, je ne l'ai pas envoyé à tous les élus du Canada, là, mais je l'ai envoyé aux élus de l'Assemblée nationale du Québec et au premier ministre des provinces. Doug Ford, c'est le premier qui a répondu. Donc, je salue l'Ontario. Tout à fait. Puis je salue leurs préoccupations économiques derrière l'industrie du chanvre et du cannabis. Puis, voilà, je vais me taire là pour ça. Du côté des députés ici, je m'attendais à beaucoup moins de réactions. OK. Donc, la bonne nouvelle, C'est que tu en as eu plus que prévu. beaucoup plus. Il y en a wow. plus qu'une centaine qui a eu davantage qu'un accusé réception générique, qu'un retour de remerciement. On n'avait jamais trop compris ou saisi à quel point L'ampleur l'industrie du était potentiel. diversifiée. Des chiffres qui parlent aux politiciens, mettons, quand ils voient qu'il y a juste 60% des producteurs qui vendent du cannabis à des fins récréatives, là, leur question, c'est, mais que se passe-t-il du reste? Ouais. On fait quoi avec le reste? Et c'est là qu'on tombe sur des catégories, comme on parlait tantôt, médical. par exemple, de crème de CBD ou de produits de soins corporels, qu'on va tomber, bien entendu, dans toute la partie alimentaire, qu'on va tomber dans la fibre. Là, ils sont un peu surpris. Là, ils disent, ah ouais, mais ça, c'est pas du cannabis. Ben oui. Ah oui. Ouais, La loi, elle dit que c'est du cannabis, mon ami. C'est comme ça. Et là, ils font une prise de conscience. Genre, ouais, mais c'est pas vraiment. Fait que ça nous dit, eux autres, quand on prononce le mot cannabis, ils voient un joint dans leur tête. Ouais. L'image qui se fait, là, conceptuellement parlant, Ouais. c'est encore un joint. Ou peut-être une pipe. Comme dans le Je connais pas Seven leur- Shows, je te vois là, des- avec la des boucane couteaux, dans le ouais, salon. peut-être Dans qu'ils voient des l'image, couteaux, c'est exactement. plus des couteaux, mais... Peut-être qu'ils se rappellent une petite brûlure. Alors, non, mais ça, c'est une statistique au-delà des emplois et de l'impact économique qui leur parle beaucoup parce qu'elle génère une question chez eux. Ouais. Et donc, sur tous ces retours-là, on a déjà plus d'une dizaine de députés avec qui on a commencé à essayer de trouver des dates de rencontre pour parler plus largement puis expliquer un peu plus l'industrie. excellente Puis- nouvelle. Parce que dans l'étude, on n'a pas mis d'attente. Hein? On ne dit Non. pas, ben voici ce qu'on aimerait, mettons, comme modification au Québec. Non. Là, c'est juste le portrait. C'est juste le portrait, exactement. Donc, l'étape suivante, c'est de s'asseoir avec eux puis de dire, bon, ben, maintenant que vous pouvez en prendre connaissance, maintenant qu'on a répondu à vos questions, que j'espère qu'on vous a rassuré, Ouais. quelle est l'étape suivante? Puis comment vous pouvez mieux soutenir vos entrepreneurs locaux? Je pense que Origine Nature est un exemple. Je ne sais pas combien d'autres entreprises à Sainte-Agathe-des-Monts ont autant d'employés que vous, avec une masse salariale équivalente. Ah ouais, en dehors des services publics, je pense qu'on est rendu un des plus gros employeurs de notre... Top 5 certains. Bon, puis vous avez... En 5 ans, je le rappelle, en 5 ans. Puis dans les meilleurs employeurs au Canada. Donc, Ouais. tu sais, en plus, c'est un exemple de gestion des ressources humaines, de culture d'entreprise. Je comprends que c'est le cannabis qui ne veulent pas l'entendre, mais ça reste que c'est la réalité. Exact. Puis on suit la loi, puis on opère avec la meilleure connaissance entrepreneuriale qu'on a, puis on fait les choses dans la règle d'or. Fait qu'en effet, c'est des belles histoires. Fait que l'idée de l'étude, c'était d'ouvrir la conversation. On espérait qu'elle allait le faire. Elle le fait. Donc, Good. on atteint notre objectif. Mission accomplie. Mission accomplie. On a Ça sera peut-être pas un sujet de débat dans les prochaines élections. Ça le sera pas. Ça le sera pas. Ça le sera pas. Mais il y a de l'intérêt. Puis c'est pas notre intention Non, que ça ben, je peux dire, c'est redevienne. pas- ouais. Tu Non, sais, c'est ça, j'allais dire. Moi aussi, on peut rester dans l'ombre, là, puis renflouer les coffres du gouvernement pour qu'ils puissent payer des sites Internet de la SAC ou autres, là, tu sais. Bon, tous nos Hein? projets informatiques. Non, mais ça, on blague, puis c'est négatif. Puis même si notre fonds de recherche et de prévoyance en matière de cannabis, qui est utilisé à bien d'autres fins que ce à quoi il a été prévu dans la loi, Ouais. reste que nous contribuons de façon importante à financer les services publics. Tu sais, 1 demi-milliard par année, plus tout ce qu'on paye dans l'entreprise privée. Tu sais, avec l'étude, on démontre quand même que notre impact pour le gouvernement est de 600 quelques millions annuellement là, en revenus pour le gouvernement C'est du important. Québec.
600 millions par année en contribution au gouvernement pour financer des écoles, pour financer des soins hospitaliers ou autres, c'est très important. Fait que, Très important, ils peuvent ouais. ne pas en parler, prendre l'argent puis dire Ouais. regardez comment on est bon, on aurait investi dans telle chose ou dans telle Exact. chose. Je pense que toute l'industrie va être bien heureuse de Exact, ça. exact. Je veux ajouter un point important à ça aussi, je pense, qui est très difficile à calculer. Mais à chaque personne qu'on convertit aussi de consommation alcool à cannabis, c'est un impact monétaire important, bénéficiaire pour le Québec aussi. On s'entend que c'est 600 millions de profits, mais il y a eu là-dedans, il y a eu des consommateurs d'alcool qui étaient abusifs avec l'alcool, puis il y a Ça coûtait tellement cher au système de santé. ben, système de santé sur tous les niveaux, que ce soit le DPG, que ce soit les hôpitaux, que ce soit santé mentale. Tu sais, on s'entend que l'alcool, il y a tellement de négatifs. Ben, sur le 600 millions de profits, on a converti une certaine population, que ce soit 5, 2, 10, je sais pas. Ben, tu sais, ben, il y a un autre impact financier important qui est bon pour la société à quelque part. Je dis toujours, à la base, je suis restaurateur. Dans mes 23 années de restauration, j'ai jamais vu quelqu'un fumer un joint et puis faire un bar fight. Je peux dire, par exemple, consommer l'alcool puis devenir agressif, je l'ai vu beaucoup trop de fois dans ma vie, partie de la raison pourquoi je suis tellement intéressé par l'industrie de cannabis. Ouais. Il faut la mentionner à cause de Stinger et café cognac, là, généralement, ça finissait avec des bouncers. Puis ça, c'est la société. Tu sais, c'est Ouais. fou de C'est voir juste la qu'on a été différence. habitué à ça, on a été éduqué avec ça. Tu sais, quand tu disais qu'on a, tu sais, les histoires qu'on s'est fait raconter pendant des années, ben c'est difficile de défaire ça par la suite. Puis on n'a pas, il y en a pas de campagne d'éducation, il y en a pas de campagne de sensibilisation. Puis tu sais, c'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast-là, puis c'est pour ça qu'on a des invités, c'est pour dire, on peut-tu juste en parler? On vous demande pas de consommer, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste, on peut-tu en discuter? Avoir une discussion d'affaires, une discussion de société, parce que tu l'as dit tout à l'heure, puis c'est une des raisons pourquoi tu t'es joint, c'est de l'innovation sociale incroyable. On a légalisé une nouvelle industrie. Je me dis, on peut pas faire autrement que d'avoir des discussions alentour de ça puis d'étudier le potentiel. Puis mon avis, le Canada a quand même fait à 80 peut-être même plus, la bonne chose. Je ne voudrais pas que nous ayons un modèle semblable, en tout respect, à celui des Américains, Non. ou même aux pays européens qui commencent à légaliser. J'étais pour à l'heure y dire actuelle. Allemagne. Non, on veut pas ça. Je pense que la façon dont... Je comprends que M. Trudeau aurait peut-être préféré qu'on se rappelle de lui pour autre chose que la légalisation du cannabis. Mais c'est quand même tout un leg. Mais Ouais. je pense qu'il l'a, de façon générale, extrêmement bien fait, compte tenu Ouais. de tout ce qu'il y avait à Ouais. prendre en considération. Là. Tu as des voisins du Sud qui ont des politiques assez dures Assez dures. sur Ouais. les drogues. Donc, il fallait quand même que le Canada ait une certaine prudence. Il y a des partenaires Ouais. dans le monde. Non, on peut dire que de façon générale, ça a été très Ça a bien été bien fait. Ouais. mais cette partie-là, ça n'a pas été travaillé depuis la légalisation, donc la sensibilisation, la discussion autour de ça. Exact. C'est là qu'il faut s'en aller. C'est là qu'il faut s'en aller. Exact. Des produits, on parle de la teneur des enfants. Pourquoi est-ce qu'on essaie de vendre juste des... En fait, la réalité fait que ce qu'on vend, c'est des produits avec les plus hauts taux de THC possible. Le marché réagit comme ça, l'utilisateur, le consommateur, le client réagit comme ça. Il réagit comme ça parce qu'on lui parle pas. D'autre chose. Manque Exact. d'éducation. Parce qu'il n'a pas rencontré David, puis il n'a pas vu à quel point c'est un homme charmant. Exact. Je vais essayer. Il y a son tellement produit. différents types de cannabis pour différentes raisons Ouais. et tout. Fait que ça serait quoi, justement, là, on approche la fin, les prochaines 5 ans, c'est quoi les gros dossiers sur lesquels la KIC va se pencher? Alors, il faut quand même les séparer. Là. Il y a le développement de l'organisation elle-même. Oui. Il y a la réglementation québécoise, la réglementation fédérale, puis ensuite, on pourrait toucher à l'international, mais là, on va loin pas mal. Alors, à plutôt court terme, bien entendu, on va beaucoup s'occuper du cycle électoral québécois, donc la sensibilisation des différents partis politiques, parce que là, on ne tombera plus dans une dynamique de relation avec le gouvernement, on va être dans une dynamique de relation avec des candidats ou des prétendants, là, que ce soit le gouvernement sortant ou pas. Mais donc là, on veut parler aux élus à l'heure actuelle. Ouais. Dans essentiellement nos demandes qu'on va faire aux élus, donc la demande numéro 1 pour ce qui va suivre la prochaine élection, c'est que ce qu'on appelle le cadre de référence sur le cannabis, là, qui lie les ministères et organismes. Là, c'est la façon dont ils doivent se comporter. En gros, ça dit
le cannabis, s'il vous parle, vous raccrochez, donc pas le droit de faire des activités de relations gouvernementales, de lobbying. Ouais. Et l'industrie n'a pas le droit d'avoir accès aux programmes et mesures du gouvernement du Québec d'aucune façon, ainsi que les entreprises liées. Ouais. Je pourrais raconter des histoires épouvantables, des gens qui ont tout perdu dans la vie à cause d'un cadre comme celui-là qui n'est pas public, qui est caché aux investisseurs, à la population. Ça, c'est numéro 1. L'autre partie, bien entendu, ça va être de revoir certains pans de la loi. Donc, harmoniser les catégories de produits capital. Ouais. Beaucoup nous demandent d'essayer d'aller toucher aux 30 de taux maximal de THC. Ouais. Ça ne fera pas partie des demandes. Je suis, et beaucoup de gens sont d'avis, que c'est encore beaucoup trop sensible auprès de nos élus pour toucher. C'est comme si on disait demain matin, savez-vous quoi, les spiritueux, là, on va monter ça à 94 Puis tout le monde pourrait être entre 40 et 94. Puis on est... Bon, ça passe pas pour l'instant. C'est trop tôt. Même si quand on fait un plus petit format, on ingère pas plus, mais... Je suis d'accord avec toi. Tu sais, puis un taux de 30 c'est quand même un bon produit. Puis je pense que de sécuriser nos jeunes de 18 ans dans un cadre légal est beaucoup plus important que d'augmenter le taux de THC. Exact. Tu sais, puis il y a 2 éléments néfastes avec le cannabis, c'est la fréquence et la quantité. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu périlleux de demander à nos autorités puis à ceux qui formeront peut-être un gouvernement d'aller là. L'autre élément, c'est de ramener l'âge, bien entendu, à 18 ans. Ouais. On trouve que c'est une aberration complète qui fait absolument aucun sens. Où elle est à l'heure actuelle. Et un autre élément va être de travailler, il en reste 2 pour le Québec, là, sur l'éclatement, parce que je pense que c'est un éclatement, là, de l'accessibilité. Donc, de développer, mais on ne peut pas demander à la SQDC, sur une période de temps assez courte, mettons sur quelques années, de doubler ou de tripler son réseau de distribution. Donc, de développer un modèle d'agence SQDC comme on a pour la SAQ. Donc, il y aura des partenariats. Nous souhaitons qu'il y ait des partenariats avec l'entreprise privée et que ce soit plus accessible. On voit ça dans certaines provinces. Ouais. Des petits villages, 5, 6, 700 personnes. Tu vas chercher, tu vas au beer store, puis là, tu as un petit comptoir de rien. Ouais. Mais moi, j'aime mieux les breuvages de cannabis que les gommis ou la fleur, là. Ton petit breuvage de THC, tu l'as, tu vas le chercher, puis la vie est belle. Donc, comme partout, tu as accès, tu sais. Puis tu fais pas 45 minutes d'auto d'un bar, 45 minutes d'auto de l'autre pour aller chercher un produit de cannabis. Surtout, mettons, le consommateur comme moi qui dit, moi, ce que je veux, là, c'est me prendre 2 canettes de... Vous autres, vous en faites pas, fait que je n'aimerais pas d'autres marques. T'as le droit. Nous autres, on est amis avec tous les producteurs du Québec. Fait que ça, c'est un autre des éléments qui va être, on espère, pour lequel les élus ou les candidats vont être à l'écoute. Fait que pour le Québec, on va beaucoup jouer là-dessus. Autour de ça. Super. Du côté du gouvernement fédéral, on aura l'occasion de déposer, on essaie de coordonner ça avec l'Association nationale, là, C3. On va déposer là, un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires. Bien entendu, de ce côté-là, on souhaite quelques éléments, c'est plus restreint, mais l'élément numéro 1, c'est un thème unique. Unique, oui. Des fois, dans la population, ça ne veut pas dire grand-chose à grand monde. Le thème, c'est un enjeu opérationnel pour mais très important, mais c'est un enjeu qui coûte quelques centaines de millions par année à l'industrie. Donc, l'impact pourrait être quand même très, 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 très important là, de modification. Là. Fait que ça va faire partie des grandes demandes. C'est sûr que la taxe d'assises, elle va rester. Ça va toujours être là. Minimalement, si elle n'augmente pas, c'est déjà un gain. Hein? Si elle n'est pas indexée, si on peut la garder, dans le temps, elle va venir plus basse. Là. Je vois David. David, comme moi, je veux une réduction. Mais comme tu dis, si ça reste au moins là, ça sera déjà une victoire. Là, je sens que j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais là, il faut juste rappeler la taxe d'assises. C'était supposé être une taxe maximum de 10%. Puis aujourd'hui, ça représente beaucoup plus que 10%. C'est la plupart de produits. Ça, exact. Alors, David, une chance t'intervient parce que tu as raison. La demande, à l'heure actuelle, c'est de maintenir uniquement une taxe d'assises ad valorem, donc de ramener la taxe d'assises sur 10% du montant de vente au gros et d'enlever le montant minimal, là, le plancher de la taxe d'assises. Donc, ce serait une réduction là, en dollars absolus. Là. Mais la demande, là, ça va être vraiment, mettons ça, 10% ad valorem.
Bon. Fait que, Écoute, faut que je nous arrête là parce qu'on a passé le temps, mais ça a été super intéressant. Je sens la passion sur la taxe d'assises. Je pense qu'on aurait pu s'étendre. On va garder ça pour une autre fois. Voilà. Donc, merci beaucoup, Pierre. Puis merci, Dave, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci, Pierre. Merci beaucoup à vous deux. Dominique. Ouais, c'était super intéressant. Puis j'invite les gens à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. On est un peu partout. Puis comme on l'a dit plus tôt, comme je le redis encore, partagez. Faites juste ouvrir la discussion, partagez le contenu. Puis s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre, ben laissez-nous savoir, puis ça va nous faire plaisir.